Les flammes dansaient contre le ciel de minuit tandis que la jeune Evelyn Carter, âgée de 12 ans, se tenait dans le jardin, regardant le manoir Whitfield brûler, les enfants du maître piégés dans leur lit. Les cris qui déchirèrent la nuit de Charleston entraient la ville pendant des décennies. Mais à l'aube, la fillette qui avait allumé l'incendie avait disparu dans les marais, ne laissant derrière elle que des traces de pas nus et une légende de terreur que personne n'osait évoquer. Qu'est-ce qui avait poussé un enfant à une vengeance aussi désespérée? Et comment avait-elle pu disparaître sans laisser la moindre trace? Avant de continuer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « S'abonner » pour égayer ma journée, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. L'année 1839 apporta une chaleur inhabituelle à Charleston, en Caroline du Sud, où les vastes domaines des riches planteurs s'étendaient le long de la rivière Ashley, tels des perles sur un ruban de velours. Parmi ces splendides demeures se dressait la plantation Whitfield, un manoir de 3 étages aux colonnes blanches étincelantes sous le soleil du matin, entouré de jardins où le jasmin et le magnolia fleurissaient toute l'année. Mais sous la beauté de ce paradis antebellum se cachait la dure réalité de l'esclavage. C'est là qu'Evelyn Carter, âgée de 12 ans, apprit la véritable signification de la haine. Evelyn était née esclave sur le domaine Whitfield, fille de Sarah Carter, la cuisinière en chef, et d'un père dont le nom n'était jamais prononcé. Sa mère mourut lorsqu'Evelyn avait 8 ans, laissant la fillette affronter seule les périls de la vie à la plantation. Contrairement aux ouvriers des champs, qui peinaient sous le soleil brûlant, Evelyn travaillait dans la grande maison. Ses petites mains étaient parfaites pour les tâches délicates, et sa nature discrète la rendait presque invisible aux yeux de la famille blanche qu'elle servait. Le maître, Jonathan Whitfield, était un homme immensément riche, ayant hérité à la fois de la plantation et d'une entreprise maritime de son père. Il vivait dans le manoir avec son épouse Catherine et leurs 3 enfants, Margaret, 10 ans, Robert, 8 ans, et le petit William, à peine 5 ans. Aux yeux du monde extérieur, les Whitfield formaient une famille respectable. Ils assistaient à l'église chaque dimanche et organisaient de somptueux dîners où l'élite de Charleston se réunissait pour discuter de politique, d'affaires et de la bonne gestion de leurs esclaves. Mais derrière les portes closes du manoir, une toute autre réalité se jouait. Jonathan Whitfield possédait une cruauté qui semblait croître avec les années, et son épouse Catherine, loin d'atténuer cette brutalité, l'encourageait souvent par son indifférence glaciale à la souffrance de leurs esclaves. Leurs enfants, élevés dans cette atmosphère de cruauté ordinaire, apprirent très tôt que les gens à la peau sombre qui les servaient n'étaient, à leurs yeux, que des objets, des êtres destinés à être utilisés et jetés à volonté. La tâche principale d'Evelyn consistait à servir les enfants Whitfield pendant leur repas, se tenant silencieusement derrière leurs chaises, agitant un grand éventail de palmettos pour chasser les mouches de leur nourriture sous la chaleur étouffante de Charleston. Pendant des heures, elle agitait le ventilateur, les bras endoloris par le mouvement répété, tandis que les enfants dégustaient leur repas raffiné et parlaient d'elle comme si elle n'existait pas. « Papa, pourquoi la peau d'Evelyn a-t-elle toujours l'air si sale ?» demanda un après-midi le petit William, la bouche pleine de gâteaux au miel. « Parce que Dieu a fait son peuple ainsi, mon fils, » répondit Jonathan sans lever les yeux de son assiette. « Ils sont faits pour travailler pour nous, et leur peau sombre montre qu'ils sont faits pour le labeur sous le soleil. » Margaret, l'aînée, avait développé une certaine cruauté à l'égard d'Evelyn. Elle renversait volontairement son verre d'eau, exigeait qu'Evelyn nettoie aussitôt, tout en continuant à agiter l'éventail. Si Evelyn ralentissait ne serait-ce qu'un peu, Margaret lui passait le bras assez fort pour y laisser des marques, puis lui adressait un sourire angélique devant ses parents, comme si de rien n'était. « Evelyn est encore paresseuse, maman, » disait-elle. « Elle n'agite pas bien l'éventail. » Catherine Whitfield levait alors les yeux de sa broderie, le regard froid. « Evelyn, tu sais mieux que de négliger tes devoirs. Peut-être as-tu besoin de passer un peu de temps dans la salle de punition pour te rappeler ta place. » La salle de punition était une petite pièce sans fenêtre, sous l'escalier de la cuisine, où l'on enfermait les esclaves désobéissants avec seulement du pain et de l'eau. Evelyn y avait passé d'innombrables heures, seule dans le noir,
son jeune esprit envahi de pensées d'évasion, de vengeance ou simplement de l'espoir que quelqu'un, quelque part, puisse se soucier de sa souffrance. Au fil des mois, Evelyn commença à remarquer des choses que la famille Whitfield ne soupçonnait pas qu'elle puisse comprendre. Elle entendait Jonathan discuter de ses difficultés financières avec sa femme tard dans la nuit, se plaignant que son entreprise maritime déclinait et qu'il devrait peut-être vendre certains de ses esclaves pour couvrir ses dettes. Elle observait la façon dont Catherine glissait du laudanum dans son thé du soir, cherchant à fuir son propre malheur à travers ce remède à base d'opium. Surtout, elle apprit les habitudes de la maison. Elle savait exactement quand chaque membre de la famille dormait, quelles portes restaient verrouillées et lesquelles restaient ouvertes. Les autres esclaves de la plantation traitaient Evelyn avec un mélange de pitié et de prudence. Sa position dans la maison principale lui faisait entendre des choses dangereuses à savoir, et sa jeunesse poussait les plus âgés à la protéger tout en gardant leur distance. Le vieux Moses, le palefrenier, qui travaillait sur la plantation depuis avant la naissance d'Evelyn, était le seul à lui parler ouvertement de la réalité de leurs conditions. « Petite, tu as du feu dans les yeux, et ça va te faire tuer si tu n'y prends pas garde », l'avertit-il un soir alors qu'elle l'aidait à nourrir les chevaux. « J'ai déjà vu ce regard, et ça ne finit jamais bien pour les nôtres. »« Je m'en fiche, » murmura Evelyn, sa voix à peine audible parmi le bruit des chevaux mâchant leur avoine. « Je préfère mourir que de vivre comme ça pour toujours. » Moses posa sa main usée sur son épaule frêle. « Ne dis pas ça, petite. La mort n'est pas une échappatoire, c'est juste la fin de tout. Tu dois être maligne. Attendre le bon moment, si tu veux un jour être libre. » Mais Evelyn en avait assez d'attentes. Chaque jour apportait son lot d'humiliation et de cruauté. Et dans l'esprit de l'enfant, les pensées devinrent plus sombres. Elle commença à prêter attention à la façon dont on remplissait et allumait les lampes à huile chaque soir, à la manière dont les longs rideaux du salon frôlaient la cheminée, aux fenêtres qui s'ouvraient facilement et à celles qui restaient scellées contre l'air de la nuit. Le tournant eut lieu lors d'une soirée étouffante de juillet, alors que la famille Whitfield recevait des invités pour le dîner. Evelyn se tenait derrière les chaises des enfants, comme à son habitude, les éventant pendant qu'ils dévoraient plat après plat de mets riches. Les adultes, à la table principale, discutaient de la récente révolte d'esclaves en Virginie, leur voix portant distinctement à travers la salle à manger. Nat Turner et ses partisans ont eu ce qu'ils méritaient, déclara Jonathan en levant son verre de vin. La pendaison était trop douce pour eux. On aurait dû en faire des exemples. J'ai entendu dire qu'ils avaient tué des femmes et des enfants, dit l'une des invitées en frissonnant. Comment des êtres humains peuvent-ils commettre de telles atrocités? Catherine éclata d'un rire cristallin, tranchant comme du verre brisé. Ma chère, vous oubliez qu'ils ne sont pas vraiment des êtres humains. Pas au sens propre. Ils sont plus proches des animaux, et les animaux ne comprennent pas le bien et le mal comme nous. C'est pourquoi ils ont besoin d'une main ferme. Margaret, qui écoutait la conversation des adultes avec une attention passionnée, se tourna soudain vers Evelyn. « Tu crois qu'Evelyn essaierait de nous tuer dans notre sommeil si elle en avait la chance, papa ?» La table entière se figea. Tous les regards se tournèrent vers la petite fille tenant son éventail de palmetto. Evelyn sentit son cœur battre à tout rompre, mais son visage resta impassible, son geste régulier. Jonathan la fixa d'un regard calculateur. « Qu'en penses-tu, Evelyn? Ferais-tu du mal à la famille de ton maître si tu le pouvais ?» C'était un piège, et Evelyn le savait. Quelle que soit sa réponse, elle serait en tort. Si elle disait non, il la croirait menteuse. Si elle disait oui, elle serait sévèrement punie. Alors, elle fit la seule chose possible. Elle garda le silence et continua à éventer. « Vous voyez, dit Jonathan à ses invités avec satisfaction, ils sont incapables de raisonnement supérieur. Elle ne comprend même pas la question. » Mais Evelyn comprenait parfaitement. Elle comprenait que ces gens la voyaient comme moins qu'humaine, qu'ils ne la considéraient jamais autrement que comme une propriété, et que sa vie resterait à jamais soumise à leurs caprices et à leur cruauté. À cet instant, debout dans la salle à manger élégante, entourée de ceux qui jugeaient son existence sans valeur, Evelyn prit une décision qui allait tout changer. Lorsque les invités partirent et que la famille se retira dans ses chambres, Evelyn s'acquitta de ses tâches du soir comme à l'accoutumée. Elle aida à débarrasser les plats du dîner, balaya le sol de la salle à manger et éteignit la plupart des lampes à huile dans toute la maison. Mais au lieu de se rendre dans sa petite chambre derrière la cuisine, comme chaque nuit, elle se cacha dans le garde-manger et attendit. La maison devint silencieuse à mesure que minuit approchait.
Elle pouvait entendre le ronflement lourd de Jonathan dans la chambre principale à l'étage, et parfois le craquement du plancher lorsqu'un membre de la maison se retournait dans son sommeil. Evelyn attendit jusqu'à être certaine que tout le monde dormait profondément, puis sortit discrètement de sa cachette et se dirigea vers le salon. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception des braises mourantes dans la cheminée, mais les yeux d'Evelyn s'étaient habitués aux ténèbres durant sa longue attente. Elle distinguait les lourds rideaux de velours tombant du plafond jusqu'au sol, les meubles coûteux dont Jonathan se vantait tant, et surtout, la lampe à huile posée sur la table d'appoint, brûlant encore d'une flamme vacillante. Pendant un instant, Evelyn hésita. Elle pensa au vieux Moses et à ses avertissements, aux autres esclaves qui souffriraient sans doute si elle mettait son plan à exécution, à la possibilité de fuir et de trouver la liberté quelque part, loin de Charleston. Mais aussitôt, elle se rappela les cruautés de Margaret, l'indifférence glaciale de Catherine, le rire cruel de Jonathan et la façon dont ils avaient parlé d'elle comme d'un animal dangereux qu'il fallait dompter. D'une main étonnamment ferme pour son jeune âge, Evelyn prit la lampe à huile sur la table et l'approcha des longs rideaux. La flamme vacilla sous le léger courant d'air créé par son mouvement, projetant sur les murs des ombres dansantes. Elle appuya la lampe contre le tissu épais et observa le feu prendre, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, grimpant le long des plis jusqu'au plafond. Les flammes étaient magnifiques dans leur destruction, des langues d'orange et de jaune léchant, goulûment les meubles luxueux. Evelyn resta figée un instant, fascinée par la matérialisation de sa révolte. Puis, se souvenant qu'elle avait peu de temps avant que l'incendie ne soit découvert, elle reposa calmement la lampe vide sur le sol et se dirigea vers la porte d'entrée. Comme elle s'y attendait, la porte était verrouillée, mais Evelyn avait depuis longtemps appris à manier le mécanisme. Elle tourna la lourde clé et se glissa dehors, dans la chaleur de la nuit de Charleston. Derrière elle, la lueur orangée s'intensifiait déjà dans les fenêtres du salon. Au lieu de s'enfuir immédiatement, Evelyn marcha tranquillement jusqu'au jardin derrière la maison, où elle avait passé tant d'heures à s'occuper des précieuses roses de Catherine. Elle s'assit sur le banc de pierre, celui-là même où elle avait souvent été forcée d'attendre en guise de punition, et contempla son œuvre. Le feu se propageait plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. En quelques minutes, tout le rez-de-chaussée du manoir était en flammes, et elle voyait déjà les lueurs s'élever jusqu'aux fenêtres du second étage. C'est alors que les hurlements commencèrent. La voix de Margaret retentit la première, aiguë et paniquée, lorsqu'elle comprit que sa chambre se remplissait de fumée. Puis vinrent les cris terrifiés de Robert, suivis des sanglots de William implorant ses parents. La voix grave de Jonathan domina un instant le tumulte. Il criait des ordres, tentant d'organiser une fuite, mais le feu avait déjà englouti l'escalier principal, emprisonnant la famille à l'étage. Les cris de Catherine furent peut-être les plus glaçants. Non parce qu'ils étaient plus forts que les autres, mais parce qu'ils portaient une note d'incrédulité, celle d'une femme qui ne pouvait concevoir qu'un tel malheur puisse lui arriver. Toute sa vie, elle avait cru que sa richesse et son rang la mettaient à l'abri de tout danger, et la réalité de sa situation semblait briser quelque chose de profond en elle. Evelyn resta parfaitement immobile sur le banc de pierre, sa peau sombre la dissimulant dans l'ombre, tandis qu'elle observait la destruction qu'elle avait provoquée. Elle ne ressentait ni joie devant les cris, ni satisfaction à la vue de la terreur des enfants qu'elle avait si longtemps servis. À la place, elle éprouvait un étrange vide, comme si quelque chose d'essentiel s'était consumé en elle en même temps que le manoir. Le feu continuait de faire rage, et Evelyn savait qu'il était temps pour elle de partir. L'aube était encore loin, mais les flammes brillaient assez fort pour être vues à des kilomètres, et quelqu'un ne tarderait sûrement pas à venir enquêter. Evelyn se leva du banc et marcha jusqu'à la lisière de la propriété, là où les jardins soignés cédaient la place au marécage sauvage qui s'étendait vers la rivière Ashley. Derrière elle, elle entendit le bruit du toit s'effondrant, projetant une pluie d'étincelles dans le ciel nocturne. Les cris s'étaient tus, mais qu'ils se soient éteints par la mort ou le sauvetage, Evelyn n'en savait rien. À vrai dire, cela lui importait peu. Son acte était accompli, et désormais, elle faisait face à l'avenir incertain qui l'attendait. Lorsqu'elle atteignit le bord du marais, Evelyn s'arrêta un instant pour regarder une dernière fois ce qui avait été tout son monde pendant 12 ans. Le manoir n'était plus qu'un pilier de feu dressé contre le ciel sombre, ses colonnes blanches noircies et croulantes, ses élégantes pièces réduites en cendres et en souvenirs. Elle avait détruit non seulement une bâtisse, mais tout un mode de vie, un système de cruauté et d'oppression qui paraissait aussi éternel et immuable que les étoiles elles-mêmes. Cette pensée aurait dû l'effrayer.
Mais au lieu de cela, Evelyn ressentit une étrange paix. Pour la première fois de sa vie, elle avait choisi son propre destin. Elle avait refusé le rôle que d'autres avaient voulu lui imposer. Quoi qu'il advienne désormais, ce serait la conséquence de ses propres actes, non des caprices de maître qui la considéraient comme moins qu'humaine. Elle ôta les chaussures rugueuses qui la marquaient comme esclave et posa ses pieds nus dans l'eau sombre du marais. La boue tiède glissa entre ses orteils, et les sons du marais, les grenouilles, les insectes, le frémissement de petites créatures dans l'eau, semblèrent l'accueillir dans leur monde caché. Evelyn s'enfonça plus profondément dans le marécage, suivant des chemins qu'elle seule pouvait voir, guidée par un instinct qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Le feu derrière elle diminuait à chaque pas, bien que sa lueur continuât d'illuminer le ciel tel un second lever de soleil. Elle ne se retourna plus. La nouvelle de l'incendie se répandit rapidement dans tout Charleston le lendemain matin. Lorsque le soleil se leva sur la rivière Ashley, des foules de curieux s'étaient déjà rassemblées devant les ruines du manoir Whitfield. Le feu avait brûlé si violemment et si vite qu'il ne restait presque rien, sinon le squelette noirci du bâtiment et les restes calcinés de ce qui avait été l'une des plus belles demeures de la ville. Des équipes de recherche furent immédiatement organisées pour retrouver des survivants, mais il devint vite évident que personne n'avait échappé aux flammes. Les corps de Jonathan, Catherine, Margaret, Robert et du petit William furent retrouvés dans leur lit, asphyxiés par la fumée avant d'avoir pu fuir. Cette découverte provoqua un véritable choc dans la communauté blanche de Charleston, qui avait toujours cru que sa richesse ou son statut la protégeaient de telles tragédies. Plus troublante encore pour les autorités fut la découverte qu'Evelyn Carter, la jeune esclave qui servait dans la maison, était introuvable. La fouille des quartiers des esclaves révéla qu'elle n'avait pas dormi dans son lit la nuit précédente, et aucun des autres esclaves ne prétendait savoir où elle avait pu aller. L'enquête qui suivit fut approfondie, mais infructueuse. Les enquêteurs retrouvèrent la lampe à huile dans le salon, placée de manière à indiquer qu'elle avait été posée intentionnellement près des rideaux, plutôt que renversée par accident. Des empreintes de pieds nus dans le jardin menaient vers le marécage, mais la piste se perdait rapidement dans le labyrinthe de canaux et d'îlots boueux qui s'étendaient sur des kilomètres le long de la côte. Certains des autres esclaves furent interrogés avec rudesse sur la disparition d'Evelyn, mais ils ne savaient véritablement rien de ses intentions ni de sa fuite. Le vieux Moses, pressé par les autorités, affirma que la fillette semblait troublée ces derniers jours, mais n'avait montré aucun signe de projet destructeur. Ce n'était qu'une enfant, dit-il d'une voix prudemment neutre. 12 ans à peine, effrayée par sa propre ombre la plupart du temps. Je ne peux pas imaginer qu'elle ait fait une chose pareille. Mais, au fond de lui, Moses n'était pas surpris. Il avait vu le feu grandir dans les yeux d'Evelyn depuis des mois, avait reconnu cette même fureur désespérée qu'il avait lui-même ressentie autrefois, avant que des années d'esclavage ne l'aient éteinte en lui. Il comprenait pourquoi elle avait agi ainsi, même s'il ne pourrait jamais approuver les moyens qu'elle avait employés. Les recherches pour retrouver Evelyn se poursuivirent pendant des semaines. On fit venir des chiens pisteurs des plantations voisines, et des récompenses furent offertes pour toute information sur sa localisation. Des affiches furent placardées dans toute la ville décrivant la fillette et avertissant les habitants qu'une esclave en fuite, considérée comme dangereuse, était recherchée. Mais malgré tous ces efforts, aucune trace de la jeune fille ne fut jamais retrouvée. Certains pensaient qu'elle s'était noyée dans les marais, son petit corps emporté par les marées et les courants traîtres des eaux côtières. D'autres croyaient qu'elle avait été recueillie par des Noirs libres ou des abolitionnistes compatissants qui l'auraient aidée à fuir vers le nord. Quelques-uns murmuraient qu'elle avait été tuée par des animaux sauvages dans le marais, ses os nettoyés par les alligators et ses restes dispersés sur les îlots boueux où nul être humain ne pourrait les retrouver. Mais il y en eut aussi qui affirmèrent l'avoir vue dans les mois et les années qui suivirent. Des voyageurs rapportèrent avoir aperçu, à l'aube ou au crépuscule, une jeune fille noire se déplaçant seule dans les marais, toujours insaisissable, toujours à la limite du visible. Certains disaient qu'elle était devenue sauvage, vivant de poissons et de racines, dormant dans les troncs creux des vieux cyprès. D'autres affirmaient qu'elle avait trouvé refuge auprès de communautés d'esclaves fugitifs cachés au plus profond des marécages, des lieux où les évadés pouvaient disparaître à jamais du monde de leurs anciens maîtres. La vérité était qu'Evelyn avait bel et bien survécu à sa fuite dans les marais. Mais sa vie, dans les mois qui suivirent, ne ressemblait en rien à celle qu'elle avait connue auparavant. Les marécages étaient un maître impitoyable, lui enseignant des leçons qu'aucune maison ni aucun champ ne lui avait apprises. Elle apprit à attraper des poissons à main nue, à reconnaître les racines et les baies comestibles,
à construire des abris de branches et de boue qui la protégeraient des violentes tempêtes balayant la côte. Plus important encore, elle apprit à faire confiance à ses propres instincts, chose que l'esclavage ne lui avait jamais permis. Chaque décision, qu'il s'agisse de l'endroit où dormir, de ce qu'il fallait manger ou du chemin à suivre, dépendait désormais d'elle seule. Il n'y avait plus de maître à obéir, plus d'horaires à respecter, plus de punitions à craindre, si ce n'est celle qu'imposait la nature elle-même. L'isolement fut sans doute la plus grande épreuve. Après 12 années passées entourée de gens, même cruels, le silence du marais lui parut parfois insoutenable. Elle pouvait passer des jours entiers sans entendre une seule voix humaine, n'ayant pour compagnie que le chant des oiseaux et le bourdonnement des insectes. Peu à peu pourtant, Evelyn apprit à apprécier la paix qu'apportait la solitude, la liberté de penser sans crainte de représailles. Elle découvrit également qu'elle n'était pas tout à fait seule dans les marais. Il existait bel et bien des communautés d'esclaves fugitifs cachés dans les zones les plus inaccessibles. Des groupes d'hommes et de femmes ayant choisi les périls incertains de la nature plutôt que les cruautés certaines de l'esclavage. Ils s'appelaient eux-mêmes les marrons, reprenant le mot espagnol cimarron, qui signifiait « fugitif ». Ils avaient créé une véritable société fondée sur l'entraide et la résistance collective au système esclavagiste. La première rencontre d'Evelyn avec les marrons eut lieu près de 3 mois après son évasion, lorsqu'elle tomba sur un camp de pêcheurs installé sur une petite île encerclée par une muraille de roseaux. Les gens qui y vivaient, principalement des hommes ayant fui les plantations de riz de la côte, se montrèrent d'abord méfiants envers cet enfant et son histoire. Mais lorsque la nouvelle de l'incendie du manoir Whitfield et de la mystérieuse disparition de la jeune esclave parvint jusqu'à eux, ils commencèrent à comprendre qui elle était et ce qu'elle avait fait. Certains des marrons furent horrifiés par ces actes, estimant que le meurtre d'enfants, même ceux des propriétaires d'esclaves, était impardonnable. D'autres, au contraire, la voyaient comme une héroïne, une enfant ayant osé frapper leurs oppresseurs là où aucun d'eux n'avait eu le courage de le faire. Le débat sur la place d'Evelyn au sein de leur communauté dura plusieurs semaines, enflammant les discussions autour des feux de camp et divisant même les familles qui avaient trouvé refuge ensemble. Finalement, ce fut une vieille femme nommée Ruth qui trancha la question. Elle était une marronne depuis plus longtemps que quiconque dans la communauté, s'étant échappée d'une plantation près de Savannah plus de 20 ans auparavant. Elle avait survécu aux attaques d'Indiens, aux chasseurs d'esclaves, aux maladies et à la faim, et sa parole portait un grand poids parmi les réfugiés. Cet enfant a fait ce qu'elle estimait devoir faire, déclara Ruth lors d'une assemblée du groupe. Je ne vais pas la juger pour ça, et aucun d'entre vous ne devrait le faire non plus. Nous avons tous du sang sur les mains, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est que le nôtre, versé sous les coups de fouet. Elle est ici maintenant. Elle est l'une des nôtres, et c'est tout ce qui compte. Ainsi, Evelyn devint membre de la communauté marronne, apprenant leurs coutumes et apportant ses propres talents à leur survie. Elle se révéla particulièrement douée pour se déplacer dans les marais, sans être repérée. Sa petite taille et sa discrétion naturelle faisaient d'elle une excellente éclaireuse et messagère entre les différents camps dispersés. Elle conserva également certaines des compétences domestiques acquises au manoir, notamment la cuisine et la couture, qui la rendaient précieuse au sein de cette communauté majoritairement masculine. Mais Evelyn ne s'intégra jamais totalement à la société des marrons, contrairement à d'autres fugitifs. Le feu intérieur qui l'avait poussée au meurtre continuait de brûler en elle, la rendant agitée et imprévisible. Elle disparaissait parfois plusieurs jours d'affilée, revenant avec des informations sur les déplacements des chasseurs d'esclaves ou des nouvelles venues de l'extérieur, sans jamais expliquer où elle avait été ni ce qu'elle avait fait. Les autres marrons apprirent à accepter ces bizarreries, comprenant qu'elle avait été brisée par des expériences dont elle ne guérirait sans doute jamais entièrement. Ils lui laissaient l'espace dont elle avait besoin, l'accueillaient à son retour, et ne posaient aucune question sur les sombres humeurs qui la saisissaient parfois pendant des semaines. Au fil des années, les histoires d'Evelyn commencèrent à se répandre au-delà des communautés marronnes, jusque dans les quartiers d'esclaves des plantations de la région côtière de Caroline du Sud. Ces récits grandissaient et changeaient à chaque narration. Parfois, elle y était décrite comme un ange vengeur punissant les maîtres cruels. D'autres fois, comme un exemple des dangers encourus par ceux qui oubliaient leur place. Mais dans toutes les versions, elle restait un puissant symbole de résistance, la preuve que même la plus impuissante des âmes pouvait frapper ses oppresseurs. Certaines de ces histoires parvinrent jusqu'aux oreilles des autorités blanches, qui renouvelèrent leurs efforts pour capturer la jeune esclave en fuite, devenue une légende populaire.
Les récompenses pour sa capture augmentèrent au fil du temps, et des chasseurs d'esclaves professionnels se spécialisèrent dans la traque de cette fille insaisissable à travers les marais. Mais Evelyn connaissait trop bien les marécages. Elle restait toujours un pas en avance sur ses poursuivants. Lorsqu'elle atteignit l'âge de 20 ans, Evelyn était devenue, aux yeux de beaucoup, quelque chose de plus qu'humaine. Les esclaves murmuraient qu'elle pouvait se déplacer sur l'océan et laisser de rides, disparaître dans les airs lorsqu'elle était menacée, ou invoquer les esprits des marais pour se protéger du mal. Même certains blancs finirent par croire que des forces surnaturelles étaient à l'œuvre dans son insaisissabilité. La vérité, cependant, était à la fois plus simple et plus extraordinaire que les légendes ne le disaient. Evelyn avait effectivement développé des capacités remarquables de survie en milieu sauvage, mais elles étaient le fruit d'années d'observation minutieuse et d'une expérience durement acquise, plutôt que de quelque pouvoir magique. Elle connaissait chaque île et chaque voie d'eau sur des centaines de kilomètres carrés de marécages, savait lire les marées et les vents comme un livre, et avait appris à vivre de la terre d'une manière qui aurait stupéfié l'enfant qu'elle avait été. Plus important encore, elle avait appris à penser comme ses poursuivants, à anticiper leurs déplacements et à devancer leurs stratégies. Elle savait que les chasseurs d'esclaves comptaient sur les chiens, les informateurs et des recherches systématiques dans les lieux suspects. Elle s'assurait donc d'éviter tout cela. Elle bougeait sans cesse, ne restant jamais assez longtemps au même endroit pour laisser des traces. Elle évitait tout contact avec les esclaves des plantations susceptibles de la trahir pour une récompense, et choisissait des cachettes si inconfortables et inaccessibles que nul ne songerait à y chercher quelqu'un. Mais, peut-être plus encore, Evelyn avait appris à tirer parti de la peur qu'elle inspirait. Elle cultiva sa réputation d'être surnaturelle et dangereuse, l'utilisant comme une arme pour maintenir à distance ennemis comme alliés potentiels. L'isolement que cette stratégie entraînait était douloureux, mais il la protégeait, lui garantissant qu'elle ne serait plus jamais vulnérable aux trahisons et à la cruauté qu'elle avait connue enfant. Les années de la guerre de sécession apportèrent à Evelyn de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux périls. Les forces de l'Union, opérant le long des côtes de Caroline du Sud, commencèrent à recruter d'anciens esclaves comme soldats et éclaireurs, leur offrant la liberté et un salaire en échange de leurs services. Certains des marrons rejoignirent ces unités, voyant dans le service militaire une occasion de se venger de leurs anciens maîtres d'une manière plus organisée. Evelyn fut approchée à plusieurs reprises par des recruteurs de l'Union, mais elle refusa toujours leurs offres. Elle avait déjà vu trop de guerres au cours de sa propre vie, avait mené sa propre campagne de vengeance et n'éprouvait aucun désir de participer à un conflit plus vaste. La liberté qu'elle s'était gagnée dans les marais lui était précieuse, et elle refusait de la risquer en obéissant à de nouveaux maîtres, même à ceux qui prétendaient se battre pour sa libération. À la place, elle profita du chaos des années de guerre pour étendre son territoire et approfondir sa connaissance de la région côtière. Avec les autorités confédérées distraites par les combats et de nombreuses plantations abandonnées ou sous surveillance réduite, Evelyn trouva plus facile de se déplacer dans des zones qui, auparavant, auraient été trop dangereuses à explorer. Elle commença à voyager aussi loin au nord que la rivière Santé et aussi loin au sud que la frontière de la Savannah, cartographiant chaque crique et chaque île sur son passage. Ce fut au cours de l'une de ces explorations qu'Evelyn fit une découverte qui la hanterait pour le reste de sa vie. Sur une petite île au milieu de la rivière Caï, elle découvrit les ruines d'une maison de plantation incendiée lors d'un raid de l'Union. La scène de destruction lui rappela immédiatement la nuit où elle avait mis le feu au manoir de Whitfield. Pendant un instant, elle redevint la fillette de 12 ans qu'elle avait été, regardant les flammes dévorer tout ce qu'elle avait connu. Mais en explorant les ruines plus attentivement, Evelyn comprit que cet incendie était différent du sien. Les soldats de l'Union qui avaient brûlé cette maison avaient laissé le temps à ses occupants de fuir. Ils avaient concentré leur destruction sur le bâtiment et ses biens, et non sur les personnes à l'intérieur. Aucun enfant n'était mort dans ces flammes. Aucune vie innocente n'avait été perdue au nom d'une cause plus grande. Cette découverte obligea Evelyn à affronter des vérités qu'elle fuyait depuis des années. Elle s'était persuadée que les enfants Whitfield n'étaient pas innocents, qu'ils avaient été élevés pour perpétuer le système de l'esclavage et méritaient donc leur sort. Mais debout au milieu des ruines d'une maison détruite sans perte humaine, elle fut contrainte de reconnaître qu'il existait peut-être d'autres manières de frapper ses oppresseurs, des manières qui n'exigeaient pas le sang des enfants. La culpabilité et le remords qui suivirent cette révélation faillirent la briser. Pendant des mois, Evelyn fut incapable de manger ou de dormir correctement. Hantée par les hurlements de Margaret et les cris terrorisés du petit William,
Elle se mit à rechercher des récits d'autres rébellions d'esclaves et d'actes de résistance, essayant de comprendre si d'autres, dans sa situation, avaient trouvé un moyen de se battre sans devenir ce qu'elle était devenue. Ce qu'elle apprit fut à la fois réconfortant et troublant. Il y avait bien eu de nombreuses révoltes d'esclaves dans l'histoire américaine, certaines couronnées de succès, d'autres non, mais très peu avaient visé délibérément des enfants. Même la révolte de Nat Turner, que les autorités blanches avaient utilisée comme exemple de la sauvagerie des esclaves, s'était principalement concentrée sur les hommes adultes propriétaires d'esclaves, plutôt que sur leurs familles. Cette prise de conscience força Evelyn à envisager la possibilité que ses actes aient été motivés autant par la rage personnelle et le désir de vengeance que par une résistance de principe à l'esclavage. La pensée était presque insupportable, suggérant qu'elle était devenue le monstre que ses maîtres avaient toujours prétendu qu'elle était. Qu'en cherchant à échapper au système déshumanisant de la servitude, elle avait peut-être perdu sa propre humanité. Cette crise de conscience dura plus d'1 an, période durant laquelle Evelyn se retira encore davantage du monde. Elle ne parlait à personne, ne faisait confiance à personne, et en vint à se demander s'il ne vaudrait pas mieux, pour tout le monde, qu'elle disparaisse complètement de la surface de la terre. Les marais, qui avaient longtemps été son refuge, commencèrent à lui paraître comme une prison. Elle en vint à se demander si la mort ne vaudrait pas mieux qu'une vie vécue, dans l'isolement et le remords. Mais peu à peu, avec le temps et une réflexion douloureuse, Evelyn commença à trouver une voie vers l'avenir. Elle ne pouvait pas effacer ce qu'elle avait fait, ne pouvait pas ramener les enfants qu'elle avait tués, mais elle pouvait veiller à ce que ses actions futures soient guidées par autre chose que la rage et la vengeance. Elle recommença à tendre la main, prudemment, vers d'autres marrons et esclaves évadés, offrant ses compétences et ses connaissances non plus pour servir sa propre revanche, mais pour aider à la liberté des autres. Ce changement de perspective mena à l'une des périodes les plus significatives de la vie adulte d'Evelyn. Elle devint guide pour le chemin de fer clandestin, utilisant sa connaissance intime des marais côtiers pour aider d'autres esclaves fugitifs à atteindre la sécurité dans les territoires contrôlés par l'Union. On estime qu'au cours des années de guerre, elle a personnellement aidé plus de 200 personnes à s'évader de l'esclavage, y compris des familles entières qui auraient autrement été séparées par la vente. Ce travail était dangereux et éprouvant, l'obligeant à s'aventurer plus près des zones peuplées qu'elle ne l'avait fait depuis des années, et à faire confiance à des inconnus avec des informations qui pouvaient tous les condamner. Mais il était aussi porteur de rédemption, lui offrant une manière d'utiliser les compétences acquises pour sa survie au service d'une cause plus grande qu'elle-même. L'un des sauvetages les plus difficiles concerna un groupe d'enfants séparés de leurs parents lors d'une vente de plantation. Le plus jeune n'avait que 6 ans, à peine plus âgé que le petit William Whitfield la nuit de l'incendie. Mener ses enfants à travers les marais traîtres, les garder silencieux et en mouvement malgré leur peur et leur épuisement, força Evelyn à affronter sa propre capacité à protéger et à prendre soin plutôt qu'à détruire. Lorsqu'ils atteignirent enfin les lignes de l'Union après 3 jours de marche prudente, la plus âgée du groupe, une fillette d'environ 10 ans, leva vers Evelyn des yeux pleins de gratitude et de confiance. « Es-tu un ange ?» demanda-t-elle à voix basse. Maman disait que les anges ressemblent parfois à des gens ordinaires, qu'ils t'aident quand tu en as le plus besoin. Evelyn fut incapable de répondre directement, mais elle sut que, quoi qu'elle ait été, quoi qu'elle ait fait, à cet instant précis, elle était meilleure que la fillette de 12 ans qu'elle avait été autrefois. Cette connaissance ne suffisait pas à effacer sa culpabilité, mais elle suffisait à lui permettre de continuer à vivre avec elle. La fin de la guerre de sécession apporta des changements profonds au monde qu'Evelyn avait connu. L'esclavage fut officiellement aboli aux États-Unis, et les anciens esclaves obtinrent leur liberté par la loi, sinon toujours dans la réalité. Beaucoup de marrons qui avaient partagé son refuge dans les marais sortirent de leur cachette pour tenter de bâtir une nouvelle vie dans ce monde libre, cherchant l'éducation, le travail et la réunion avec des proches qu'ils n'avaient pas vus depuis des années. Evelyn fut invitée à se joindre à eux, à quitter les marais et à trouver sa place dans la nouvelle société qui émergeait des cendres de l'ancienne. Mais elle découvrit qu'elle ne pouvait pas franchir ce pas. Les compétences qui lui avaient si bien servi dans la nature semblaient inutiles dans les villes et les villages, et l'idée de vivre à nouveau parmi beaucoup de gens la remplissait d'angoisse. Plus encore, elle n'était pas sûre de mériter la liberté que d'autres avaient gagnée par des moyens politiques et légaux. Sa propre libération avait été achetée au prix du sang d'enfants, et elle doutait qu'un tel fondement puisse soutenir une vie ordinaire. Les marais étaient devenus à la fois sa pénitence et son refuge, et les quitter lui aurait semblé trahir la responsabilité qu'elle portait pour ses actes.
Ainsi, Evelyn choisit de rester dans la nature, devenant une légende parmi ceux qui l'avaient connue. Parfois, d'anciens marrons revenaient lui rendre visite, apportant des nouvelles du monde extérieur et essayant de la convaincre de les rejoindre dans la liberté. Mais elle refusait toujours, affirmant avoir trouvé sa place et être en paix là où elle était. Au fil des années, tandis que la reconstruction cédait la place à l'ère Jim Crow, Evelyn observa de loin la lente trahison des promesses de l'émancipation, remplacée par de nouvelles formes d'oppression et de contrôle. Elle vit d'anciens esclaves contraints à des accords de métayage qui différaient à peine de la servitude, assista à la montée du Ku Klux Klan et d'autres organisations terroristes, et observa le démantèlement systématique des droits civiques qui avaient brièvement été accordés à son peuple. Savoir qu'elle avait tué 3 enfants sans rien accomplir de durable fut peut-être l'ironie la plus cruelle de toutes. Le système de suprématie blanche avait survécu à la guerre de sécession, s'était adapté aux nouvelles conditions et avait trouvé d'autres moyens d'asservir les Noirs. Les enfants Whitfield étaient morts pour rien. Leur vie avait été sacrifiée à un moment de rage qui n'avait rien changé de fondamental au monde dans lequel ils vivaient. Cette prise de conscience aurait pu plonger Evelyn dans le désespoir, mais au lieu de cela, elle renforça son engagement sur le chemin de la rédemption qu'elle avait choisi. Elle continua d'aider les fugitifs et les voyageurs qui trouvaient leur chemin jusqu'au marais, leur offrant abri, conseil et protection chaque fois qu'ils en avaient besoin. Elle devint connue, dans certaines communautés, comme une femme à qui l'on pouvait faire une confiance absolue, qui ne trahirait jamais un secret ni n'abandonnerait quelqu'un dans le besoin. Sa réputation finit par parvenir aux oreilles de chercheurs et d'historiens qui tentaient de documenter les expériences de l'esclavage et de la résistance dans le sud antébellum. Plusieurs tentatives furent faites pour l'interviewer sur son vécu, notamment à propos de l'incendie qui l'avait rendu célèbre, mais Evelyn refusa toujours de parler de son passé à des étrangers. Elle commença toutefois à partager son histoire avec certaines des personnes qu'elle aidait, surtout les jeunes qui lui rappelaient la fillette de 12 ans qu'elle avait été. Elle leur racontait les choix qu'elle avait faits et les conséquences qui en avaient découlé, non pour les dissuader de résister, mais pour leur faire comprendre que même une colère légitime pouvait mener à des actes qui les hantraient toute leur vie. Il y a toujours une autre voie, disait-elle à ses jeunes visiteurs. Peut-être qu'elle prend plus de temps, peut-être qu'elle est plus difficile, peut-être qu'elle ne procure pas la même satisfaction sur le moment, mais il y a toujours une autre voie. Et il faut la chercher avant de faire quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Quand Evelyn entra dans la cinquantaine, puis dans la soixantaine, les exigences physiques de la vie dans les marais commencèrent à la rattraper. Ses articulations la faisaient souffrir après des décennies passées à dormir à même le sol et à marcher dans les eaux froides, et sa vue commença à faiblir dans la pénombre du marécage. Elle eut de plus en plus de mal à pêcher et à se nourrir. Pour la première fois depuis son évasion, elle se mit à réfléchir à ce qu'il adviendrait d'elle lorsqu'elle ne serait plus capable de subvenir à ses besoins. La décision, lorsqu'elle fut finalement prise, le fut par des circonstances échappant à son contrôle. En 1893, un ouragan dévasta une grande partie de la côte de la Caroline du Sud, emportant de nombreuses îles où Evelyn avait établi ses camps et détruisant d'innombrables animaux et plantes qu'il avait nourris pendant des décennies. À 66 ans, affaiblie par des années de vie rude et par les blessures causées par la tempête, elle accepta enfin l'aide de quelques anciens marrons qui, depuis des années, tentaient de la convaincre de quitter les marais. Ils la conduisirent dans une petite communauté près de Charleston, où d'anciens esclaves avaient mis leurs ressources en commun pour acheter des terres et y construire leur maison. La transition fut difficile pour une femme qui avait vécu seule pendant plus de 50 ans. Mais les membres de la communauté connaissaient son passé et lui laissèrent l'espace dont elle avait besoin tout en veillant à ce qu'elle ait de la nourriture, un abri et des soins médicaux. Evelyn passa ses dernières années dans une paix relative, cultivant un petit jardin et partageant parfois ses connaissances des plantes médicinales avec ceux qui venaient lui demander conseil. Elle ne parla jamais publiquement de l'incendie qui l'avait rendue célèbre, gardant le silence même lorsque des journalistes et des historiens lui offrirent d'importantes sommes pour son témoignage. Les rares personnes connaissant sa véritable identité respectèrent sa vie privée et gardèrent ses secrets. Elle mourut paisiblement dans son sommeil en 1920, à l'âge de 75 ans. Ses funérailles furent suivies par des dizaines de personnes dont elle avait touché la vie durant ses années dans les marais, bien que peu d'entre elles connaissaient toute l'étendue de son histoire. Elle fut enterrée dans le cimetière communautaire, sous une simple croix en bois ne portant que son nom et les années de sa naissance et de sa mort. Mais l'histoire d'Evelyn ne s'arrêta pas avec sa mort.
La légende qui s'était formée autour d'elle continua d'évoluer et de se transmettre, génération après génération, parmi les familles afro-américaines qui voyaient dans son récit à la fois un avertissement et une source d'inspiration. Certaines versions insistaient sur la tragédie des enfants pris dans le feu croisé des conflits des adultes, tandis que d'autres mettaient en avant le courage nécessaire pour se dresser contre l'oppression, quels qu'en soient les risques. Dans les années 1960, au plus fort du mouvement des droits civiques, l'histoire d'Evelyn fut redécouverte par des militants et des chercheurs qui y virent des parallèles avec la lutte toujours en cours pour la justice raciale. Certains la considéraient comme un exemple précoce de résistance armée à la suprématie blanche, tandis que d'autres utilisaient son histoire pour illustrer les ravages psychologiques que l'oppression pouvait infliger à ses victimes. Le débat sur la manière d'interpréter l'héritage d'Evelyn se poursuit encore aujourd'hui. Était-elle une combattante de la liberté ayant utilisé la seule arme à sa disposition, ou une enfant traumatisée laissant sa douleur la pousser vers une violence impardonnable? La réponse dépend sans doute autant du regard de celui qui pose la question que des faits historiques eux-mêmes. Ce qui ne peut être contesté, c'est l'impact durable de ces actions sur la communauté de Charleston et sur la réflexion plus large autour de l'esclavage et de la résistance dans l'histoire américaine. L'incendie qui consuma le manoir Whitfield devint le symbole de la rage qui couvait sous la surface de la vie apparemment paisible des plantations. Un rappel que le système de servitude humaine ne pouvait jamais être totalement sûr tant qu'il dépendait de la coopération de ceux qui avaient toutes les raisons de le haïr. Le site où se dressait autrefois le manoir Whitfield est aujourd'hui un petit parc au centre-ville de Charleston. Aucun panneau n'indique ce qui s'y passa cette nuit de juillet 1839. La ville a choisi d'oublier les détails de cette tragédie, préférant se concentrer sur les aspects plus acceptables de son passé antébellum. Mais dans certaines communautés, la mémoire demeure, transmise à travers des récits et des chansons qui perpétuent l'héritage complexe d'une fillette de 12 ans ayant choisi la violence plutôt que la soumission, et qui passa le reste de sa vie à tenter de comprendre le prix de ce choix. Les historiens qui ont étudié le cas soulignent que l'histoire d'Evelyn illustre nombre des grands thèmes liés à l'esclavage et à la résistance dans le sud des États-Unis. Son expérience montre comment les effets déshumanisants de la servitude pouvaient pousser même des enfants à des actes désespérés, comment l'isolement et l'impuissance des esclaves pouvaient engendrer une violence explosive lorsque toute autre forme de résistance semblait impossible, et comment le traumatisme de telles expériences pouvait marquer des vies entières. Dans le même temps, son travail ultérieur avec le chemin de fer clandestin et ses efforts pour aider d'autres esclaves fugitifs suggèrent que la rédemption et le changement positif restaient possibles, même pour quelqu'un ayant commis des actes terribles dans la fureur de la jeunesse. Son histoire devient ainsi non seulement un récit de violence et de vengeance, mais aussi une méditation sur la possibilité de croissance morale et sur la relation complexe entre justice et miséricorde. Les marais où Evelyn passa la majeure partie de sa vie adulte ont profondément changé depuis son époque. Une grande partie de la région a été asséchée pour le développement ou transformée par des projets industriels, et les communautés de marrons qui autrefois offraient refuge aux esclaves évadés ont depuis longtemps disparu. Mais les guides qui conduisent les touristes à travers les zones humides restantes racontent parfois des histoires sur le fantôme d'une jeune femme qu'on apercevrait encore glissant sur les eaux à l'aube, cherchant sans fin quelque chose qu'elle aurait perdu depuis longtemps. Que ces visions aient ou non un fondement réel, elles témoignent du pouvoir durable de l'histoire d'Evelyn à captiver l'imagination collective et à susciter une réflexion sur les questions difficiles de la justice, de la violence et des conséquences à long terme de l'oppression. Sa vie nous rappelle que les victimes de l'injustice sont des êtres humains complexes, capables à la fois d'un immense courage et de terribles erreurs, et que la frontière entre héroïsme et tragédie est souvent plus mince qu'on ne veut bien le croire. En fin de compte, Evelyn Carter demeure une figure énigmatique dont les véritables motivations et sentiments ne pourront jamais être complètement connus. Elle n'a laissé aucun écrit, n'a accordé aucune entrevue et a emporté ses pensées les plus profondes dans la tombe. Ce que l'on sait, c'est qu'une fillette de 12 ans, poussée au-delà de ses limites par des années de cruauté et de déshumanisation, a fait un choix qui allait définir le reste de sa vie et créer une légende qui résonne encore plus d'un siècle et demi plus tard. Son histoire rappelle puissamment le coût humain de l'esclavage, non seulement en termes des millions d'êtres ayant souffert sous son joug, mais aussi du point de vue des dommages psychologiques et moraux qu'il infligea tant à ses victimes qu'à ses bourreaux. Elle illustre comment les systèmes d'oppression peuvent engendrer des cycles de violence dépassant largement leurs frontières officielles, laissant derrière eux des cicatrices qui ne guériront peut-être jamais complètement. Mais, peut-être plus important encore,
L'histoire d'Evelyn démontre une vérité fondamentale. Les êtres humains, aussi impuissants qu'ils puissent paraître, conservent toujours la capacité de choisir leur propre destin. Qu'ils fassent un bon ou un mauvais choix, qu'ils soient guidés par l'amour ou par la haine, qu'ils réussissent ou échouent, l'acte même de choisir constitue une affirmation de leur humanité qu'aucun système d'oppression ne peut totalement écraser. Les flammes qui consumèrent le manoir Whitfield, cette nuit d'été de 1839, se sont depuis longtemps éteintes. Mais les questions qu'elles ont soulevées sur la justice, la vengeance et le prix de la liberté continuent de brûler dans la conscience américaine. L'histoire d'Evelyn Carter nous rappelle que le passé n'est jamais vraiment passé, que les conséquences des injustices historiques continuent de façonner notre présent, et que comprendre ces complexités est essentiel pour quiconque espère bâtir un avenir plus juste et équitable. Ces dernières années, certains historiens et militants communautaires ont appelé à l'installation d'une plaque commémorative sur le site de l'ancienne plantation Whitfield, non pas pour glorifier la violence qui s'y est produite, mais pour reconnaître l'histoire complexe de l'esclavage et de la résistance à Charleston. La proposition a suscité une vive controverse. Certains affirment qu'un tel monument reviendrait à glorifier le terrorisme, tandis que d'autres estiment qu'il offrirait un contexte historique nécessaire pour comprendre pleinement l'expérience de l'esclavage. Ce débat reflète les tensions plus larges de la société américaine quant à la manière de se souvenir et de commémorer les aspects les plus douloureux de notre passé commun. Comme beaucoup d'histoires issues de l'époque de l'esclavage, le récit d'Evelyn résiste à toute catégorisation morale simpliste, nous obligeant à affronter des vérités dérangeantes sur la manière dont l'oppression peut corrompre à la fois ses victimes et ses propres auteurs. Ce qui ressort d'un examen attentif de sa vie, ce n'est pas l'image d'une héroïne ou d'une criminelle, mais celle d'un être profondément humain, dont les actions ont été façonnées par des circonstances qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à subir. Son histoire nous pousse à réfléchir plus profondément aux racines de la violence dans notre société, aux effets durables du traumatisme et de la déshumanisation, ainsi qu'à la possibilité de rédemption, même après des choix terribles. Alors que nous continuons à lutter contre les problèmes de justice raciale, d'inégalité et d'héritage de l'esclavage dans l'Amérique contemporaine, l'histoire d'Evelyn Carter offre à la fois des avertissements et des enseignements qui demeurent d'une brûlante actualité. Elle nous rappelle que la quête de justice doit toujours être tempérée par la miséricorde et la reconnaissance de la complexité humaine, et que les actes de résistance les plus puissants sont souvent ceux qui affirment, plutôt que nient, notre humanité commune. La fillette de 12 ans qui s'était enfoncée dans les marais de Charleston, cette nuit d'été 1839, fut à jamais transformée par les choix qu'elle fit. Mais elle ne fut pas pour autant condamnée à être définie par eux. Sa vie ultérieure démontra que même ceux qui ont commis des actes terribles conservent la capacité de grandir, de se racheter et d'apporter une contribution positive au monde qui les entoure. En fin de compte, c'est peut-être là la leçon la plus importante de la vie extraordinaire et troublante d'Evelyn Carter. Les êtres humains sont capables du pire comme du meilleur, parfois au sein d'une même personne, parfois au cours d'une même existence. Son histoire demeure un témoignage de la complexité de l'expérience humaine et du pouvoir durable du choix, même dans les circonstances les plus sombres. L'héritage de cette nuit d'été 1839 continue de se propager à travers le temps, touchant la vie de personnes qui n'ont jamais entendu le nom d'Evelyn, mais qui vivent dans un monde façonné par les luttes et les décisions de ceux qui les ont précédés. Son histoire nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement une suite de dates et de faits, mais une force vivante qui continue d'influencer notre présent et de modeler notre avenir pour les générations à venir. L'impact des actes d'Evelyn dépassa largement la destruction immédiate du manoir Whitfield et la perte tragique de vie qui s'ensuivit. Dans le mois suivant l'incendie, les compagnies d'assurance du Sud commencèrent à exiger des mesures de sécurité supplémentaires pour les propriétés comptant un grand nombre d'esclaves. Reconnaissant pour la première fois que les personnes qu'ils maintenaient en servitude pouvaient représenter une véritable menace pour leurs investissements, les propriétaires de plantations se mirent à installer des barreaux de fer aux fenêtres des étages supérieurs et à dormir avec des armes chargées à portée de main, transformant leurs élégantes demeures en forteresses destinées à les protéger des mêmes êtres humains dont dépendait leur richesse. L'impact psychologique sur la communauté blanche de Charleston fut peut-être encore plus profond que ces changements matériels. Pendant des générations, l'élite de la ville avait bâti une mythologie élaborée autour de l'esclavage, décrivant les esclaves comme des enfants dociles et reconnaissants envers leur maître bienveillant. L'idée qu'une fillette de 12 ans, esclave domestique, ait pu délibérément assassiner une famille entière, fut volée en éclats cette illusion confortable et força la société blanche à affronter la réalité.
Leur système d'asservissement reposait sur une base de rage et de ressentiment à peine coordonnés. Les journaux locaux tentèrent d'abord de minimiser la portée de l'incendie, le présentant comme un incident isolé commis par une jeune fille mentalement dérangée, ne représentant pas l'état d'esprit de la population esclave dans son ensemble. Mais à mesure que les rumeurs se répandirent au sujet de la fuite d'Evelyn et de l'échec des vastes recherches menées pour la retrouver, l'histoire prit une ampleur propre et devint une légende. Des conversations chuchotées dans les salons et les clubs privés des gentlemen révélaient une profonde inquiétude quant à la fiabilité des esclaves domestiques et à la possibilité que d'autres foyers abritent des menaces similaires. Certaines familles réagirent en vendant leurs esclaves de maison et en employant à la place des domestiques blancs rémunérés, malgré le coût considérablement plus élevé que cela représentait. D'autres mirent en place de nouvelles règles limitant les déplacements des esclaves à l'intérieur des demeures, exigeant une surveillance constante des domestiques, supprimant tout accès intime aux quartiers familiaux, un accès qui avait rendu possible le crime d'Evelyn. Quelques familles quittèrent même Charleston, s'installant dans des villes où la population esclave leur semblait plus gérable, où elles pouvaient vivre sans dépendre en permanence du travail servil. Les répercussions s'étendirent également à la communauté esclave, quoique de manière plus complexe et contradictoire. Beaucoup d'esclaves furent horrifiés par le meurtre des enfants, quelles que fussent leurs opinions sur les adultes qui les possédaient. Le fait de viser délibérément Margaret, Robert et le petit William franchissait une ligne morale que même les plus révoltés des esclaves hésitaient à franchir, et les débats sur l'éthique des actes d'Evelyn divisèrent les quartiers d'esclaves dans toute la région. En même temps, on ne pouvait nier que sa fuite réussie avait prouvé quelque chose que beaucoup croyaient impossible, qu'une jeune esclave pouvait frapper ses oppresseurs et disparaître complètement du monde des plantations et de leurs maîtres. Le fait que les vastes recherches pour la retrouver aient échoué donna de l'espoir à d'autres candidats à la fuite et inspira une nouvelle vague de tentatives d'évasion à travers la région côtière de la Caroline du Sud. La réaction des autorités face à cette recrudescence d'activités de fugitifs fut rapide et brutale. Les patrouilles furent renforcées, les châtiments infligés aux esclaves capturés devinrent plus sévères, et de nouvelles lois furent adoptées pour restreindre les déplacements et les rassemblements des esclaves. Tout le système de contrôle qui régissait la vie des plantations fut resserré en réponse à la menace qu'Evelyn représentait, rendant la vie encore plus difficile pour les esclaves, même si cela prouvait leur capacité à résister de manière subtile. Les chasseurs d'esclaves professionnels virent dans la traque d'Evelyn une occasion lucrative et commencèrent à offrir leurs services spécifiquement pour la recherche de fugitifs dans les marais côtiers. Ces hommes, souvent accompagnés de meutes de chiens dressés pour la poursuite, développèrent de nouvelles techniques pour traquer les esclaves évadés dans le terrain difficile où Evelyn avait trouvé refuge. Leur succès dans la capture d'autres fugitifs les convainquit qu'ils finiraient par retrouver la jeune fille, devenue la fugitive la plus recherchée de Caroline du Sud. Mais la connaissance qu'Evelyn avait des marécages, ainsi que sa capacité à s'y déplacer sans être détectée, surpassait celle des pisteurs les plus expérimentés. Elle apprit à utiliser les marais pour dissimuler ses traces, à se déplacer dans des zones où les chiens ne pouvaient pas la suivre et à trouver des cachettes si isolées et inaccessibles qu'aucune équipe de recherche n'aurait songé à les explorer. Plus important encore, elle développa une capacité presque surnaturelle à sentir lorsqu'elle était poursuivie, changeant souvent de direction ou se dissimulant plusieurs heures avant l'arrivée de ses chasseurs. Ce jeu du chat et de la souris entre Evelyn et ses poursuivants devint légendaire dans toute la région. On racontait des histoires de rencontres manquées où les chasseurs avaient trouvé ces feux de camp encore fumants, mais aucune trace de la jeune fille, de chien de chasse qui, arrivé au bord de l'eau, refusait d'aller plus loin, de pisteurs affirmant avoir aperçu une silhouette frêle se déplaçant dans la brume du marais pour ne rien trouver ensuite. Certaines de ces histoires étaient sans doute exagérées, voire totalement inventées, mais un nombre suffisant d'incidents documentés confirma la réputation d'Evelyn comme une jeune femme dotée de pouvoirs presque magiques d'évasion. Plus elle demeurait libre, plus sa légende grandissait, et plus ses poursuivants commençaient à douter de pouvoir jamais la capturer par des moyens ordinaires. Le coût financier des recherches devint colossal, les récompenses offertes pour sa capture atteignant finalement des sommes suffisantes pour acheter plusieurs esclaves de premier choix destinés au champ. Les compagnies d'assurance qui avaient versé des indemnités pour le manoir Whitfield détruit étaient particulièrement motivées à voir Evelyn traduite en justice, à la fois pour récupérer leurs pertes et pour démontrer que de tels actes ne resteraient pas impunis. Mais à mesure que les mois devinrent des années, puis des décennies, même les poursuivants les plus déterminés finirent par admettre qu'elle ne serait peut-être jamais retrouvée. Durant les années 1840 et 1850,
L'histoire d'Evelyn se mêla au vaste débat national sur l'esclavage qui divisait de plus en plus le pays. Les abolitionnistes du Nord s'emparèrent de son récit comme preuve de la brutalité inhérente au système, soutenant que seule l'oppression la plus extrême pouvait pousser une enfant à de telles mesures désespérées. Ils publièrent des pamphlets et prononcèrent des discours présentant ces actes comme une réponse naturelle à l'institution contre nature de la servitude humaine, tout en prenant soin de mettre l'accent sur sa résistance plutôt que sur les détails précis de ce qu'elle avait fait. Les partisans de l'esclavage dans le Sud, quant à eux, utilisèrent son histoire à leur propre fin, l'invoquant comme preuve que les esclaves étaient intrinsèquement violents et dangereux lorsqu'ils n'étaient pas strictement contrôlés. Ils affirmèrent que la tragédie du manoir Whitfield démontrait la nécessité de mesures encore plus sévères pour maintenir l'ordre et la discipline parmi la population esclave, utilisant les actes d'Evelyn pour justifier l'intensification des restrictions et des châtiments imposés à tous les esclaves. Aucun des deux camps ne sembla réellement intéressé à comprendre les dimensions psychologiques et morales complexes de son histoire, préférant l'utiliser comme arme dans leur bataille politique plus large. Cette réduction de son expérience à une simple parabole morale trahissait la véritable complexité humaine de sa situation. Mais elle assura également que son nom resterait gravé dans la conscience publique, longtemps après que les détails précis de son crime eurent été oubliés par beaucoup. La découverte d'or en Californie en 1848 apporta une nouvelle vague d'aventuriers à travers Charleston, et certains de ces voyageurs emportèrent avec eux l'histoire d'Evelyn vers l'ouest, jusqu'aux camps miniers et aux villes champignons de la frontière. Son récit trouva un écho fertile chez des gens vivant eux-mêmes en marge de la société conventionnelle, et elle devint une sorte d'héroïne populaire parmi ceux qui se voyaient comme des rebelles défiant l'autorité établie. Des versions de son histoire commencèrent à apparaître dans les journaux sensationnalistes et les Dim Nouvelles, ce roman bon marché qui constituait un divertissement populaire dans les camps miniers et les colonies de pionniers. Ces récits prenaient de grandes libertés avec les faits, transformant souvent Evelyn en une figure beaucoup plus âgée et politiquement consciente qu'elle ne l'avait réellement été. Certaines histoires la dépeignaient comme une femme belle et mystérieuse, utilisant ses charmes pour séduire et détruire ses oppresseurs, tandis que d'autres la représentaient comme une guerrière farouche menant des armées d'esclaves en fuite dans des batailles contre les propriétaires de plantations. Ces réinterprétations romanesques déformaient certes la vérité historique du récit d'Evelyn, mais elles démontraient aussi son pouvoir durable d'inspiration et de fascination auprès de publics très éloignés du contexte spécifique de l'esclavage en Caroline du Sud. Sa transformation en figure de la culture populaire assura que son héritage survivrait, même lorsque la société qu'il avait vu naître fut bouleversée par la guerre et la reconstruction. L'approche de la guerre de sécession apporta une urgence nouvelle à la question du sort des personnes comme Evelyn une fois le conflit terminé. Les stratèges militaires de l'Union savaient que des milliers d'esclaves évadés vivaient dans des régions isolées du Sud, et ils commencèrent à élaborer des stratégies pour intégrer ces communautés à leur effort de guerre. Des recruteurs furent envoyés dans les marais et les refuges montagneux où les communautés marronnes étaient connues, offrant service militaire, salaire et protection légale aux hommes vivant comme fugitifs. La réponse d'Evelyn à ces sollicitations fut compliquée par sa position unique au sein de la communauté des fugitifs. Sa réputation de fille qui avait incendié le manoir Whitfield faisait d'elle une célébrité parmi les marrons, mais aussi un outil de propagande potentiellement précieux pour la cause de l'Union. Les officiers militaires ayant appris sa présence dans les marais étaient désireux de la recruter à la fois comme éclaireuse et comme symbole, croyant que son histoire inspirerait d'autres esclaves à rejoindre la lutte de l'Union. Mais Evelyn demeurait profondément méfiante envers toute forme d'autorité organisée, ayant appris par une expérience amère que ceux qui prétendaient agir dans son intérêt servaient souvent leurs propres ambitions. Elle avait vu comment les abolitionnistes comme les partisans de l'esclavage avaient exploité son histoire à leur fin, et elle hésitait à laisser les officiers de l'Union en faire autant. Son refus de sortir de la clandestinité et de rejoindre la cause unioniste frustra les planificateurs militaires qui pensaient qu'elle aurait pu jouer un rôle déterminant dans leurs efforts pour libérer la population esclave de Caroline du Sud. Au lieu de cela, Evelyn choisit de soutenir la cause de l'Union à sa manière. Utilisant sa connaissance intime des côtes, elle aida des individus à s'échapper plutôt que de participer à des opérations militaires à grande échelle. Elle devint l'une des conductrices les plus efficaces du chemin de fer clandestin, développant des routes d'évasion à travers les marais que les autorités confédérées étaient pratiquement incapables de surveiller ou de perturber. Sa maîtrise des marais, des conditions météorologiques et des cachettes lui permit de guider des groupes de fugitifs avec un taux de réussite remarquable.
Ce travail, aussi exigeant physiquement qu'émotionnellement, mit à l'épreuve toutes les ressources de sa force et de sa résilience. Conduire des familles avec de jeunes enfants à travers le terrain traître des marais obligeait Evelyn à affronter son propre passé d'une manière souvent douloureuse. Voir la terreur dans les yeux d'un enfant attendant dans l'eau sombre lui rappelait ses propres peurs d'enfance, tandis que le regard farouche de parents tentant de protéger leur famille soulignait la tragédie de ce qu'elle avait fait subir aux enfants et aux parents Whitfield. Une opération de sauvetage particulièrement difficile concerna une femme nommée Martha, qui tentait de fuir avec ses 3 jeunes fils après avoir appris qu'ils allaient être vendus à des plantations différentes. Le plus jeune garçon, âgé à peine de 4 ans, ressemblait étrangement à William Whitfield, et s'occuper de lui pendant les 3 jours de marche jusqu'aux lignes de l'Union fit remonter des souvenirs qu'Evelyn avait passé des années à tenter d'enfouir. La confiance innocente de l'enfant, sa volonté de la suivre dans un territoire dangereux et inconnu, reposant uniquement sur l'assurance de sa mère qu'Evelyn les garderait en sécurité, obligea cette dernière à affronter l'ampleur de ce qu'elle avait ôté aux enfants Whitfield. Eux aussi avaient fait confiance aux adultes censés les protéger, tout comme ce petit garçon lui faisait confiance, et elle avait trahi cette confiance de la manière la plus fondamentale qui soit. Mais la réussite de la mission démontra aussi le chemin parcouru depuis qu'elle était cet enfant rongé par la rage qui avait incendié le manoir. Les compétences qu'elle avait développées pour survivre et échapper à la capture servaient désormais à préserver la vie plutôt qu'à la détruire, et le savoir qu'elle avait acquis durant ces années d'isolement contribuait à réunir des familles plutôt qu'à les séparer. La transformation n'était pas complète et ne pourrait jamais effacer totalement ses fautes, mais elle représentait une forme de rédemption qu'Evelyn n'aurait jamais cru possible durant les premières années de son exil. La fin de la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage créèrent de nouvelles opportunités ainsi que de nouveaux défis pour elle et les communautés qu'elle avait servies. Beaucoup de ceux qu'elle avait aidés à fuir désiraient retourner en Caroline du Sud pour retrouver des membres de leur famille laissés derrière eux, et ils lui demandèrent de les guider à nouveau à travers les marais qu'elle avait autrefois empruntés pour les mener vers la liberté. Ce voyage de retour était souvent plus dangereux que les évasions initiales, car la campagne était infestée de déserteurs confédérés, d'unités militaires dissoutes et de groupes d'anciens propriétaires d'esclaves farouchement opposés au nouvel ordre social. Evelyn se retrouva à la fois guide et protectrice de ses rapatriés, utilisant sa connaissance de la région pour les aider à éviter les bandes armées qui constituaient une menace constante pour les esclaves affranchis voyageant dans les zones rurales. Elle mit au point de nouveaux itinéraires contournant les zones à risque et établit des caches de ravitaillement destinés à soutenir les groupes contraints de se cacher pendant de longues périodes. Ce travail l'a mis en contact avec des représentants du Freedmen's West Bureau et d'autres agences fédérales cherchant à aider les anciens esclaves à passer à la liberté. Ces fonctionnaires étaient fascinés par son histoire et désiraient documenter son expérience dans leur rapport à Washington. Mais Evelyn restait réticente à partager les détails de son passé ou à voir ses activités rendues publiques. Elle comprenait que son efficacité en tant que guide dépendait en partie de sa capacité à se déplacer sans être remarquée, et elle craignait qu'une attention excessive des autorités fédérales ne compromette sa faculté d'aider ceux qui avaient encore besoin d'elle. Certains agents du bureau respectèrent ses souhaits et collaborèrent discrètement avec elle, lui fournissant des vivres et des informations utiles à ses opérations de secours sans exiger d'entretiens officiels ni de documentation. D'autres, plus insistants, tentèrent de la convaincre de sortir de l'ombre et d'assumer un rôle public dans les efforts de reconstruction. Ils soutenaient que son histoire pouvait inspirer d'autres anciens esclaves et démontrer les possibilités de rédemption et de changement positif qu'offrait la nouvelle ère. Mais Evelyn avait trop souvent vu comment son histoire pouvait être manipulée et détournée pour accorder foi à de telles promesses. Elle préférait travailler directement avec les individus et les familles qui avaient besoin d'aide, évitant ainsi les complications politiques liées à une implication plus formelle dans les programmes de reconstruction. Son approche était pragmatique plutôt qu'idéologique, axée sur les besoins humains immédiats plutôt que sur une transformation sociale d'ensemble. Cette philosophie la mettait parfois en désaccord avec d'autres militants des droits civiques qui pensaient que des formes de résistance plus spectaculaires et publiques étaient nécessaires pour assurer un changement durable pour les Afro-Américains. Certains affirmaient que son retrait de la vie publique représentait une forme de lâcheté, un refus d'assumer la responsabilité des implications politiques de ses actes passés. D'autres soutenaient que son isolement prolongé perpétuait le même système de secret et de honte qui avait permis à l'esclavage de durer si longtemps.
Evelyn comprenait ces critiques et se demandait parfois si elle ne choisissait pas effectivement la voie de la facilité en évitant de s'engager publiquement dans les luttes politiques de son époque. Mais elle savait aussi que ses compétences et son expérience particulière faisaient d'elle une personne précieuse d'une manière qui se perdrait si elle tentait de devenir une militante politique conventionnelle. Les marais qui avaient si longtemps été son refuge continuaient à offrir un sanctuaire à ceux qui devaient traverser la région sans être détectés, et sa connaissance de ces lieux demeurait essentielle à leur sécurité. L'instauration des lois Jim Crow dans les années 1880 et 1890 créa de nouvelles catégories de personnes ayant besoin de l'aide qu'Evelyn pouvait apporter. Les Afro-Américains qui défiaient les lois ségrégationnistes ou qui étaient pris pour cible par des groupes de justiciers blancs devaient parfois disparaître temporairement jusqu'à ce que les tensions s'apaisent. Les itinéraires d'évasion qu'elle avait mis au point à l'époque de l'esclavage s'adaptèrent aisément à ces nouvelles formes d'oppression. Elle commença aussi à collaborer avec des alliés blancs engagés dans des activités pour les droits civiques et qui avaient parfois besoin de passer en sécurité à travers des territoires hostiles. Ces partenariats étaient rendus complexes par les dynamiques raciales de l'époque, mais ils démontraient la capacité d'Evelyn à juger les individus selon leur caractère plutôt que selon leur appartenance raciale. Son expérience lui avait appris que la nature humaine était complexe et que des personnes de tous horizons étaient capables à la fois d'une grande bonté et d'une cruauté terrible. L'une de ces collaborations impliqua un rédacteur en chef blanc de Charleston qui avait publié des articles dénonçant les lynchages et d'autres formes de violence raciale. Lorsque les menaces contre sa vie devinrent suffisamment graves pour l'obliger à quitter temporairement la ville, Evelyn lui fournit les conseils nécessaires pour atteindre un lieu sûr dans un État voisin. Le journaliste raconta plus tard son expérience sans révéler son identité, évoquant seulement le secours d'un « ange des marais », apparu au moment où il en avait le plus besoin, puis disparu une fois qu'il fut en sécurité. De tels épisodes renforcèrent la réputation d'Evelyn comme figure mystérieuse et presque surnaturelle intervenant dans les affaires humaines lorsque la justice l'exigeait. La légende née autour d'elle à l'époque de l'esclavage s'adapta aux nouvelles circonstances tout en conservant ses éléments essentiels de mystère, de puissance et de complexité morale. Elle devint une figure située à la frontière du mythe et de la réalité, quelqu'un dont la présence réelle ne pouvait jamais être confirmée, mais dont l'influence se faisait sentir auprès de ceux qui avaient besoin d'aide. À mesure qu'elle entrait dans les dernières décennies de sa vie, Evelyn commença à réfléchir plus systématiquement aux choix qu'elle avait faits et à l'héritage qu'elle laisserait derrière elle. La jeune fille qui, dans un accès de rage désespéré, avait tué 3 enfants, était devenue une vieille femme ayant passé plus de 50 ans à tenter d'expier cet acte par le service des autres. La question de savoir si ses actions ultérieures avaient rétabli l'équilibre de la justice demeurait sans réponse, mais elle avait trouvé une certaine paix dans la certitude d'avoir utilisé ces dernières années de manière constructive plutôt que destructrice. Les exigences physiques de la vie dans les marais avaient fini par l'épuiser, et elle dépendait de plus en plus du réseau d'alliés et d'amis qu'elle avait tissé au fil des décennies. D'anciens fugitifs ayant prospéré dans la liberté revenaient parfois lui apporter un soutien financier et des provisions, tandis que de jeunes militants prenaient en charge une grande partie du travail physique consistant à guider les voyageurs à travers les zones dangereuses. Le rôle d'Evelyn évolua progressivement, passant du travail de terrain actif à la planification et à la coordination, mettant à profit son savoir accumulé pour aider d'autres à développer leurs propres compétences de guide et de protecteur. Cette transition ne fut pas sans difficultés émotionnelles. Evelyn s'était si longtemps définie par sa capacité à survivre seule dans la nature que reconnaître ses limites croissantes lui paraissait une menace fondamentale pour son identité. L'autonomie qui lui avait permis de fuir l'esclavage et de survivre à des décennies d'exil ne suffisait plus à combler ses besoins. Et apprendre à accepter l'aide des autres exigeait une forme de vulnérabilité qui ne lui venait pas naturellement. Mais ce processus révéla aussi la profondeur des relations qu'elle avait nouées au fil des années et l'ampleur de l'impact de son œuvre sur d'innombrables vies. Des personnes qui connaissaient à peine son nom ressentaient néanmoins un profond sentiment d'obligation à veiller sur son bien-être, conscientes que leur propre liberté et sécurité dépendaient du courage qu'elle avait eu de tout risquer pour leur salut. La communauté qui s'était formée autour d'elle durant ces dernières années témoignait du pouvoir des actions individuelles à créer des liens durables de solidarité et de responsabilité partagée. L'histoire d'Evelyn Carter demeure l'un des épisodes les plus complexes et les plus troublants de la longue lutte contre l'esclavage dans le sud des États-Unis. Ces actes, cette nuit d'été de 1839,
ne peuvent être dissociés du système brutal qui avait façonné son enfance ni des décennies de service qui avaient défini sa vie d'adulte. Elle reste une figure rétive à toute catégorisation morale simple, incarnant à la fois le potentiel destructeur d'une rage incontrôlée et le pouvoir rédempteur d'un engagement durable au service des autres. Son héritage continue de résonner dans les débats contemporains sur la justice, la violence et les effets à long terme de l'oppression sur les individus et les communautés. Les questions soulevées par son histoire sur l'éthique de la résistance, la possibilité de la rédemption et la relation complexe entre traumatisme personnel et action politique demeurent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient dans le Sud esclavagiste d'avant la guerre de sécession. À une époque où les Américains continuent de se confronter aux conséquences persistantes de l'esclavage et du racisme systémique, l'histoire d'Evelyn offre à la fois des avertissements et des enseignements qui transcendent le contexte historique précis dans lequel elle a vécu.